Je suis heureuse de te retrouver, Karine. On a prévu de tourner ensemble plusieurs capsules. Alors, vous connaissez Karine, elle s'est présentée sur la capsule précédente. Karine vient du sud, des alentours de Bordeaux. Moi, je suis du nord. On fait la grande diagonale. Et on est réunis, nous, deux coachs en neurosciences motivationnelles, pour vous apporter des pistes, des solutions pour avancer vite, rapidement, dans vos soucis de vie, vos tempêtes de vie. On l'a appelé les caps de vie, parce que ce sont des caps de vie. Notamment sur cette première vidéo, on aborde le cap du divorce, le divorce, et sur cette capsule précisément, avec Karine, nous allons développer les professionnels qui vont vous faire avancer sans finir complètement épuisé. Voilà le grand thème que nous aborderons ensemble sur cette capsule, les professionnels qui vont vous faire avancer sans finir complètement épuisé. Je te laisse démarrer, Karine. Oui. Donc bonjour à tous. Effectivement, donc on a vu un peu orienté sur le côté environnement. Quelles sont les personnes qui peuvent être ressources et en même temps professionnelles. Alors moi, je vais connaître. On a listé, avec Sylvie, effectivement. Pour nous, on va aborder différentes typologies, à savoir les corps de métier qui vont pouvoir vous assister. Quand on parle de divorce, préalablement, il faut savoir que quand on parle d'un divorce, c'est qu'on va rompre un lien. Ah mince, tu m'entends pas bien? Oui. Quand on parle de divorce, mon petit signe. L'oreille, on n'entend pas bien. Quand on parle de divorce, alors peut-être pas que je ris aux éclats quand je parle de divorce. Alors, on a le droit de rire. Parle de divorce, ça fait du bien pour démarrer. Allez, on va donner de la gaieté aux personnes qui nous regardent parce que le rire est souvent communicatif et ça va vous permettre d'étendre les zygomatiques parce que pour nous non plus c'est pas simple de prendre la parole comme ça devant la caméra. C'est des sujets qu'on connaît super bien, mais le fait de s'enregistrer, d'être confronté à des soucis techniques, le son, la lumière et tout ça, ça nous met quand même des petites barrières, des petits challenges, des gros sauts. On va le dire, Karine, c'est des gros challenges. Oui, mais on a décidé et en fait le but, notre intention est vraiment de pouvoir vous donner des apports. Alors effectivement, les apports là, ils vont être pas détaillés dans toutes leurs ramifications, parce que dans ce cas-là, on irait presque pas vous endormir, mais en fait, on pourrait venir pendant des heures. Et c'est pas en fait aujourd'hui notre intention et notre objectif. Là, c'est de vous indiquer qu'en matière de divorce, il faut savoir que quand on parle de divorce, c'est qu'on va rompre un lien. Et le lien, il est effectivement affectif, il est dans l'émotion, mais il se traduit dans la matérialité, dans le côté juridique. Et en fait, quand je parle de juridique, il y a des professionnels pour ça qui vont vous accompagner. Alors, c'est l'avocat. Effectivement, l'avocat, c'est le spécialiste. Quand je dis spécialiste, c'est lui qui va vous accompagner soit dans un cadre à l'amiable, à savoir que tous les deux, monsieur, madame, ou monsieur, ou madame, vous souhaitez divorcer et vous êtes d'accord sur le principe même du divorce et les conséquences du divorce, c'est-à-dire comment vous allez orchestrer la répartition de vos biens, comment vous allez, les enfants, chez qui ils vont aller, tous les éléments vont être validés et il y a un accord commun qui est trouvé. Donc, dans ce cas-là, vous avez besoin d'avoir recours à un avocat. Chacun devra prendre son avocat et c'est lui qui va établir donc une convention. Les autres cas, ce sont les autres cas de divorce, on appelle ça les divorces contentieux. Ça veut dire que vous êtes peut-être d'accord sur le principe du divorce, le fait de vouloir divorcer, mais vous n'êtes pas toujours d'accord sur les conséquences. Donc là, dans ce cas-là, c'est un divorce sur le principe de l'acceptation de la rupture, mais pas sur les conditions. Ou alors, vous pouvez avoir un divorce, faire le choix d'un divorce pour faute, c'est-à-dire, le choix, en tout cas, le fait que il y a une faute qui est dégradée et suffisamment caractérisée, qui dégrade tellement la relation que vous allez vous appuyer dessus pour entamer la démarche de divorce. Et après, vous avez le divorce pour altération de votre lien conjugal, donc une altération définitive et vraiment très lourde de votre lien conjugal. Et là, l'avocat, c'est lui aussi qui va vous accompagner et vous représenter, parce que dans les 3 cas de divorce contentieux, il va y avoir une présentation, en tout cas, il y a un autre intervenant qui va être le juge aux affaires familiales. Voilà. Donc, l'avocat, son rôle, il est soit tout d'abord, tout se passe bien
et vous êtes d'accord sur le tout, principe et conséquences, et il établit, chacun des avocats des parties établit une convention commune, et dans ce cas-là, cette convention ultérieurement va être validée et va être signée, si je puis dire, après des délais, hein. Donc ça, c'est l'avocat qui vous indiquera la démarche, mais c'est le notaire qui, dans ce cadre-là, va finaliser s'il y a des biens communs. Soit, dans ce cas-là, vous n'êtes pas d'accord, et c'est les 3 cas de divorce contentieux que je vous ai expliqués, enfin, donnés de manière très succincte. Et dans ce cas-là, le juge intervient, et il y a toute une procédure qui se met en place, à savoir une convocation devant le juge pour voir s'il y a une conciliation possible, ensuite une assignation. Voilà, on va rentrer dans un vocabulaire assez particulier et qui est vraiment lié à ce monde judiciaire, si je puis dire, ou du justiciable. Est-ce que donc ça, c'était un peu les proportions de divorce à l'amiable, divorce contentieux, c'est 50-50 ou c'est plus de divorce à l'amiable, plus de divorce contentieux? On va considérer qu'en fait, à peu près 25% des divorces se font à l'amiable. Et le reste, donc, c'est les 3 cas dont je vous ai exposés, hein, qui sont les divorces contentieux, sachant que le divorce pour faute a fortement réduit. En fait, on va plus sur les 2 autres formes du divorce. Donc, les fautes, par exemple, on pense souvent à faute d'adultère, ou est-ce que ça, c'est encore une faute, ou c'est qu'une faute? Qu'est-ce qu'il en est maintenant, aujourd'hui, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, en fait, il faut effectivement apporter le maximum de preuves, et après, c'est fournir tout lors de l'assignation, c'est-à-dire que quand l'époux requérant va signer via son avocat devant le juge, il va apporter effectivement tous les éléments qui vont pouvoir justifier ou prouver que la raison pour laquelle la personne souhaite divorcer. Et le juge, c'est lui qui va effectivement ordonner s'il y a lieu ou pas de prononcer, si je puis dire, le divorce. Donc ça, c'est la rupture du lien. Le lien est fait que juridiquement, les époux ne vont plus être mariés. Donc, juridiquement, on va considérer qu'ils vont devenir des étrangers l'un envers l'autre. C'est ça le but, en fait, ultime. C'est qu'on casse, on dissout complètement le lien réalisé entre eux. Donc, le notaire, lui, c'est un autre professionnel qui intervient. Donc, pourquoi il intervient? C'est d'abord dans les divorces à l'amiable, eh bien, c'est lui, auprès de lui, lorsque les avocats, chacun des avocats, donc de monsieur et de madame, par exemple, vont établir cette convention, eh bien, cette convention va être enregistrée devant le notaire. C'est le notaire, donc voilà, on fait une petite réunion presque quasiment autour de la table, et les avocats de chaque époux, le notaire et tout le monde signé. Voilà. Mais le notaire aussi, il intervient parce que pour beaucoup, en fait, on est divorcé. Oui, effectivement. Mais il faut aussi déterminer le sort des biens, le sort du patrimoine que l'on a constitué effectivement depuis le jour où l'on s'est marié. Alors, c'est assez vaste parce que dans ce cas-là, si on devait rentrer dans toutes les ramifications et les explications, il faut déterminer sur quel régime matrimonial les époux ont fait le choix de se marier, quels sont les biens qu'ils ont achetés en commun, indivisaire s'ils étaient sous un régime de séparation bien, c'est-à-dire qu'ils avaient signé un contrat de mariage devant notaire avant de célébrer leur union devant monsieur le maire. Et donc, ce patrimoine, il va falloir qu'il soit énoncé, énuméré, et en même temps, qu'on détermine son sort, si je puis dire. C'est là souvent qu'il peut y avoir du contentieux, parce que les époux, eh bien, chacun, là, c'est l'émotion qui va parler, hein. On est rarement dans la rationalité, autant le notaire n'est pas là pour défendre le parti de l'un ou de l'autre des époux. Oui. Ça, c'est une idée aussi reçue. On considère que quand on prend son notaire, il doit impérativement défendre l'intérêt de son client. Dans le cadre-là, d'un divorce, le notaire, lui, il applique les règles, effectivement, des régimes matrimoniaux,
Et à partir de là, c'est au vu des éléments qui lui sont produits. Donc, pareil, hein, on va vous demander, est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison en commun, si vous êtes marié sous un régime de communauté, ou au contraire, si vous êtes sous une séparation de biens, est-ce que vous avez acheté un bien ensemble pour autant et dans quelle proportion? On va demander, est-ce que vous avez des comptes bancaires auprès de quelle séparation de biens et communauté réduite aux acquis, communauté universelle, c'est bien ça. Ça, c'est les. Ouais, exactement. En Quand fait, on se marie, ce qu'on décide avant de se marier, on passe chez le notaire et on a décidé quelque chose pour le mariage. C'est bien en ça. fait, voilà. En fait, on fait toujours un choix. Oui. Alors, le choix, c'est important. Voilà. Et le choix, il peut être par défaut. C'est-à-dire que même si on ne choisit pas de faire un contrat de mariage, on choisit, dans ce cas-là, d'être soumis au régime dit légal. C'est celui qui s'applique à défaut de contrat préalablement signé devant un notaire avant de se marier. Donc, si on ne rédige pas un contrat, on est soumis à un régime de communauté de biens réduite aux acquis. Donc, c'est-à-dire qu'à compter du jour où je me marie jusqu'au jour où le lien est rompu ou cesse, alors par le divorce, hein, là on est dans le cas de divorce, ça peut être aussi dans le cadre successoral, lors d'un décès de l'un des deux époux, eh bien, durant cette communauté, il y a des règles qui vont s'appliquer parce qu'on a amassé, si je puis dire, des biens, du patrimoine. On a acheté notre maison, on a acheté un terrain, on a ouvert un livret A, on a ouvert des produits de placement d'assurance vie. C'est pas parce que c'est au nom de monsieur ou de madame, ça fait partie d'une communauté. Et à partir de là, les droits de chacun étant de moitié-moitié, ça c'est le principe, parce que effectivement, dès qu'il y a un principe, il y a forcément une exception. Oui. Non, c'est-à-dire que sans rentrer vraiment dans le jargon et dans cette jungle juridique, il faut savoir que dès lors que même si vous êtes marié sous un régime de communauté, si malheureusement vos parents décèdent, si vous recevez un héritage d'une tierce personne, en tout cas, tous les biens qui vous proviennent de succession, d'héritage, ne font pas partie de la communauté. Et ils vous appartiennent ce qu'on appelle des biens propres. Donc, ces biens ne vont pas, par principe, rentrer dans la liquidation que va établir le notaire. Dans tout ce détail. Donc, il y aura les biens propres et les biens communs. Et les biens communs. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'effectivement, le but est de traiter les biens communs. Sauf que si je suis mariée en régime de communauté et que, avec mes gains et salaires qui sont dits communs, donc mon conjoint ou ma conjointe en a droit à la moitié, in fine. Si par contre, avec mon salaire, je désire restaurer une maison qui m'est propre parce que j'ai hérité de mes parents, dans ce cas-là, on va considérer que la communauté s'est appauvrie. Elle s'est appauvrie au profit de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce sont mes biens propres personnels. Et là, on a des mécanismes juridiques alors qui portent le nom de récompense. Alors, je dirais que c'est un drôle de mot, ça, récompense. C'est un drôle de mot utilisé. T'es coupée, là, Karine. Où es-tu? Attends, tu es coupée. Tu as parlé de récompense. Le réseau Internet a dit stop. Récompense, ça marche pas. Divorce, récompense, ça marche pas. Non. Alors, on en était à... tu étais en train de dire que si moi, avec par exemple des biens propres, mais mon salaire, je rénove des biens propres qui ne font pas partie des biens communs, eh bien, je vais devoir verser une récompense. C'est bien ça? Tu es encore coupé. Qui existe. Tu es coupé. La communauté. Oui. Et moi, je t'entends. Tu m'entends? Mais tu es coupé. Vas-y. Et là, c'est bon. Pas coupé. Bon. Donc, la communauté, la masse. Alors, j'aime bien parler de masse et de communauté, c'est-à-dire cette enveloppe, cette globalité de patrimoine du jour où je me suis mariée et qu'on l'on a acheté. Et ça peut aussi comprendre aussi vos entreprises. Si vous n'avez pas, après on va pas rentrer dans le détail, mais établi de statut juridique précise pour l'entreprise, elle fait partie de la valorisation de l'entreprise elle-même. Donc, tout ça fait partie d'une communauté. Et si moi, j'ai un bien à côté que j'ai recueilli par succession,
ou même qui m'a été donné par mes parents. Donc, ça relève de la catégorie de ce qu'on appelle des biens propres, propres à celui qui a reçu. Ça ne fait pas partie de cette masse commune. Par contre, si cette masse commune qui est alimentée par les revenus et les salaires de chacun des époux, si ces gains et salaires vont servir à restaurer. Par exemple, j'ai envie de refaire la façade, de refaire tout l'intérieur de ma maison propre, personnelle, que j'ai reçue par succession et donation. Dans ce cas-là, on considère que la communauté a subi un appauvrissement. Elle s'est appauvrie au détriment, enfin, à son propre détriment, mais au profit de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le bien qui m'est personnel. Et pourquoi j'en parle? C'est qu'effectivement, il peut s'avérer, ça arrive même assez fréquemment, que on fasse pas attention parce qu'on considère que ce sont des vases communicants. Et quand on s'aime, on s'aime. Quand on s'aime, on fait pas attention forcément. Est-ce que je paye ceci pour l'un? Ah ben non, ça c'est pour ta maison. Effectivement, on n'est pas dans cette logique de poser les choses et de dire attention, on va pas envisager le pire si on n'est qu'à divorcer. Pour autant, au moment de la rupture, c'est là souvent, donc je parlais tout à l'heure du lien et de l'émotion qui ressort, et donc les frustrations, les colères qu'on a vues dans le précédent, effectivement, la précédente capsule. Mais là, qu'on verra dans une prochaine capsule. On verra aussi dans une prochaine capsule ces blessures. On a un petit peu vu la courbe, hein, donc à ce moment-là, par contre, on dit ah mais attends, nous les fonds là, ceux qu'on a employés, souviens-toi, c'est parce que on a payé telle chose de la maison que tu as hérité de tes parents ou telle chose sur le terrain, et à partir de là, voilà, il peut y avoir conflit ou contentieux. En tout cas, il y a des règles qui s'appliquent. Et ça, c'est le notaire qui, effectivement, suit le code civil et suit les règles, notamment la législation en la matière. Et pourquoi le notaire est indispensable? C'est que c'est lui qui va chiffrer. Oui et non, c'est pas lui qui détermine la valeur. Par exemple, d'un bien, on le fait expertiser par une agence immobilière ou par un expert professionnel de l'immobilier. Les avoirs bancaires, c'est pareil. On fournit au notaire des documents qui attestent qu'on a telle somme ou telle somme. En fait, voilà, le professionnel, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le notaire, c'est que lui, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous assister et prendre effectivement en considération vos demandes ou vos revendications. Parce que au bout de ça, c'est qui veut rester propriétaire de quoi ou qui veut se voir attribuer quoi. C'est là. Donc, voilà les professionnels, je dirais, très classiques. Donc, parfois, on a peur. Beaucoup de personnes ont peur de franchir la porte de l'avocat et du notaire. Par nos connaissances, plus facile chez le notaire, plus difficile d'aller chez l'avocat. C'est un avocat des droits aux familles que tu... Ouais, c'est un avocat spécialisé en droit de la famille. Moi, effectivement, il y a quand même un nombre important d'avocats, donc vous puissiez avoir le choix. Et puis, il faut que le contact passe bien, parce que c'est quelqu'un qui vous allez vous livrer quand même. Vous allez livrer votre intimité, vous allez livrer en fait vos revendications, vous allez livrer ce que vous souhaitez ou ce qui vous tracasse. Donc, un avocat qui est bien pour une copine ou pour un copain n'est pas forcément l'avocat qu'on a besoin. On doit choisir et prendre ça. Voilà. Alors, c'est pas évident. On va pas effectivement en épurer, si je puis dire, 5 ou 6 et voir. Bien sûr, faut se renseigner. Il faut voir quelles sont les recommandations de tel ou tel professionnel. Mais en tout cas, pourquoi en fait les gens, je pense, ça après ça va être mon ressenti. Il y a 2 grandes raisons. À mon point de vue, il y a le coût financier. Il y a quand même aussi cette arrière-pensée que je vais voir un notaire, clac, il va me faire payer le conseil. Oui. Après, en principe, non. Le notaire n'est pas là pour vous faire payer son conseil, sauf si vous venez effectivement le voir 5 fois par semaine pendant 3 mois. Là, non, mais vous voyez, toute une question de proportion. Le curseur, il est effectivement toute une question de proportion. C'est vrai que l'avocat, lui, sa tarification est différente. Donc déjà, je pense qu'il y a le point de vue financier, pécuniaire, qui peut être en fait un frein.
Et après, il y a aussi ce vocabulaire qui n'est pas toujours adapté au quotidien des gens, et notamment à ce qu'ils vivent, parce que les professionnels vont utiliser généralement, en tout cas, ils vont le transcrire dans les documents écrits par le vocabulaire adéquat. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est ce pont, c'est ce lien entre l'écriture qui répond en fait aux lois, au code civil, à la réglementation, et la verbalisation. Bien sûr, les deux vont se rejoindre, mais on choisit peut-être suivant son intuition. Il y a aussi, il y a les avocats de la paix qui ont signé des conventions pour justement ne pas alimenter plus les conflits et être beaucoup dans la médiation, Alors, c'est pour ça que le respect des autres, etc. Voilà, et donc il y a la médiation, effectivement, Sylvie, tu as entièrement raison d'arriver sur cet autre professionnel, alors qui peut être un avocat, ou qui peut être aussi un notaire. Maintenant, c'est deux corps c'est deux professions. Ce sont d'abord la loi les a un petit peu amenés vers ça, la réglementation, mais sont devenus quand même aussi des professionnels de la médiation. Et parallèlement, il y a des médiateurs professionnels. Alors, on va dire, allez, encore une personne de plus. Non, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est pas dire, tiens, une personne de plus. C'est vrai que c'est un autre interlocuteur, mais lui, vraiment, sa discipline, parce que c'est pas un conciliateur. Il faut savoir que le médiateur professionnel n'est ni un conciliateur, ni un négociateur. C'est pas ça. Lui, c'est restaurer le lien. Pour aller assez simplement, voilà. Le but, en fait, de la médiation, c'était vraiment une discipline, mais de résolutoire des différends. En fait, son but est de restaurer les conditions d'une libre décision et d'un libre échange entre les parties. Et souvent, aujourd'hui, quand on a du contentieux, le juge renvoie d'abord au médiateur afin que, effectivement, ce lien, cet échange, et que la libre décision se prenne, eh bien, soit restaurée. Donc ça, le médiateur est aussi, pour moi, un interlocuteur important dès lors que vous êtes en conflit, parce que vous pourrez vous appuyer. Alors, non pas, il ne va pas résoudre vos problèmes, mais il va, par ces outils et ces techniques, vous aiguiller, chacune des parties, à restaurer cette relation, en tout cas de dialogue. Voilà. Donc, moi, de ma part, voilà les trois professionnels qui, pour moi, accompagnent dans le divorce et auxquels vous pouvez avoir recours. Alors, prenez quelqu'un, effectivement, comme j'aime à le dire, c'est des gens à qui on va livrer notre histoire. J'ai une question qui me vient à l'esprit et peut-être qu'on te la pose, etc., mais qui est peut-être pertinente. Et qui est pertinente, je sais. Tu conseillerais, toi, de prendre un avocat en visio? Est-ce que c'est la distance? Parce que parfois, on habite dans des villages excentrés, etc. On n'a pas d'avocat ou on n'a que quelques avocats dans le coin. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des entretiens visio avec son avocat, mais bien plus loin, pour pouvoir choisir celui qui va nous convenir le plus? Oui, pas forcément de... Non, après, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Alors, je connais beaucoup moins les avocats, si je puis dire, mais c'est leur territorialité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils doivent plaider auprès d'une cour d'appel, il faut qu'ils puissent pouvoir plaider auprès de cette cour d'appel. Sinon, après, il aura alors un intermédiaire qui l'assistera et qui plaidera. Mais alors que le notaire, lui, a une compétence territoriale, enfin, je veux dire, sur toute la France. Si vous habitez Paris et vous décidez de prendre un notaire à Marseille, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de territorialité, c'est celle-ci qui s'impose. Après, voilà, donc quelqu'un qui divorce dans les Hauts-de-France, dans la région par ici, quelqu'un qui divorce par ici va prendre un avocat des Hauts-de-France. Ou c'est même à la région Nord, Pas-de-Calais, ou alors... il est préférable de prendre un avocat de sa cour d'appel. D'accord. Les cours d'appel, on les trouve sur Internet?
Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Pour les Voilà. personnes qui nous regardent, elles vont pouvoir taper. Oui, oui, Quelle est la cour cour d'appel. d'appel? Oui, voilà, quelle est ma cour d'appel? Alors, j'habite, voilà, de quelle cour Innsbruck, d'appel je j'habite dépends. Saint-Omer, j'habite Pessac, Alors, après, j'habite n'hésitez pas, hein, parce que de tête, il existe, enfin, en tout cas, il existait il n'y a pas si longtemps que ça, euh, des avocats, il y avait des permanences au niveau avocat et notaire qui pouvaient aussi donner des renseignements gratuits, oui, d'accord. hein, ponctuellement. Donc, ne pas On peut se hésiter. renseigner auprès de sa mairie qui ont les Voilà. Ou alors, informations. pour les notaires, vous avez le conseil régional des notaires avec un secrétariat. Vous pouvez Oui, poser une question. Est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux recourir au service d'un notaire de votre cour d'appel ou de, voilà. Et au niveau des avocats, au niveau de la magie, enfin, du barreau, c'est pareil. Vous pouvez effectivement, je pense, poser, enfin, en tout cas, une question. Donc voilà voilà. OK. je dirais les trois professionnels. Par contre, je dirais, maintenant, le quatrième professionnel, et toi, Sylvie, ben, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, même si je vais parler celui de coach, qui pour Oui. moi, effectivement, est un intervenant et un interlocuteur plus qu'important. Voilà. Euh, Je vais vous partager mon écran. J'ai préparé un peu un ouais, écran vas-y. pour que vous puissiez suivre. Karine et moi, vous savez qu'on est coach et on intervient et on accompagne. Et on va vous expliquer pourquoi il est important aussi d'avoir un bon coach qui vous suit. Voilà. On se retrouve sur l'écran ici. Alors, je vais nous mettre ici, ici, là-haut. Allez, là. Je vais me mettre là. Là, ça se présente bien, Karine, l'écran? Oui, ouais. Donc, voilà. Alors, le coach, lui, le rôle du coach, on va détailler les rôles du coach, hein. Le coach, il va vous permettre de garder votre motivation dans tout le processus parce que ça sera un processus qui va être long, énergivore, beaucoup d'énergie et il y aura surtout des fois, quand bien même vous allez plus savoir où vous êtes, où vous devez aller, vous allez avoir des données de toutes les personnes autour de vous, vous n'allez plus trouver de sens et parfois vous perdez totalement qui vous êtes parce que dans ce conflit, hein, parfois c'est un conflit, parfois il n'y a pas de conflit, mais dans cette grosse étape de vie, cette grosse tempête de vie, il va être nécessaire d'avoir un partenaire de réussite qui va s'occuper de vous, avec vous, pour vous garder en forme. Alors, on aime parler de notre cerveau comme une Ferrari. On a 4 grosses roues pour notre Ferrari, hein, pour avancer, pour passer la ligne d'arrivée. Il y a la première roue, c'est vos pensées. Il va vous aider dans vos pensées et clarifier un peu tout ça. La deuxième grande roue, ça sera vos neurotransmetteurs. Un coach de haut niveau, hein, les coachs qui travaillent sur les 4 grosses roues de votre cerveau, hein, pour vous garder, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Il va travailler avec vous vos neurotransmetteurs. Le troisième niveau, il va travailler sur vos émotions et toujours vous aider à faire le point sur vos émotions et comment elles se traduisent et comment elles influent dans vos journées ou dans votre processus de divorce et de séparation ou de rupture du lien, comme le dit Karine. Ensuite, la dernière chose, c'est votre niveau énergétique. Alors, pour garder la motivation, c'est un art. Et donc, il y a des techniques. Pour ça, le coach de haute voltige, hein, si je peux dire, il va travailler avec vous votre identité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Avant, vous étiez marié, après, vous n'êtes plus marié. Et souvent, les personnes ne savent plus qui elles sont. Elles s'identifient souvent en conjoint et on retravaille avec les personnes pour qu'elles créent leur identité forte. Qui je suis? Parce que, par exemple, pour une femme, elle va avoir passé plus de temps avec son nom marital qu'avec son nom de jeune fille. Est-ce qu'elle doit retrouver son nom de jeune fille? Puis elle se dit, mais vous comptez, moi, je suis plus une jeune fille. Je suis mariée. Il y a ces questions-là qui nous arrivent en réalité. Alors, ensuite, on travaille sur les besoins de la personne. Qu'est-ce qui les font? Qu'est-ce qu'elle va avoir besoin d'enclencher pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer? On va travailler sur ses valeurs. On va travailler aussi son intégrité. Alors, l'intégrité, c'est important. C'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Parce que dans cette relation de rupture du lien et de dialogue avec le conjoint, avec les avocats, avec les notaires, il est important d'avoir une bonne intégrité. Et ça, c'est une valeur très très forte, hein, Karine, qu'on travaille Oui, en tant que ouais. coach pour que la personne, elle se sente droit dans ses bottes.
droite dans ses bottes, alignée avec ce qui elle est, et qu'elle résiste aux tempêtes de sa vie qui viennent de se passer. Ensuite, on travaille aussi à sortir surtout de la victimisation et à entrer dans des circuits de responsabilisation. On va travailler ça, c'est-à-dire que c'est pas juste, ça arrive qu'à moi, etc. On va sortir de ça pour dire, ben maintenant on pose des actions. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, les choses sont ce qu'elles sont, qu'est-ce que je fais? Et la personne va travailler à pouvoir faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ses choix. Elle peut décider et choisir. Et là, ça sera important de travailler ça pour qu'elle puisse faire ses choix et décider. C'est pas le coach qui choisit et qui décide. Ça, c'est très important. Hein. Le coach pose des questions pour aider la personne à pouvoir choisir et décider. Il y a des personnes qui arrivent et disent, mais moi, j'ai jamais rien décidé. Je ne décidais de rien. Je ne sais même pas décider. Je sais pas comment je dois faire. Même petite, je décidais pas. Même dans ma famille, j'avais pas le droit de décider. Et j'avais pas le droit de dire mon avis. Donc, je ne sais pas. Et on aide les personnes à pouvoir se connaître et puis dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles ont envie, ce qu'elles ont pas envie, et ne pas que subir tout le temps. Ensuite, on a un troisième grand point de travail, c'est trouver les sources de stimulation positive pour qu'elles restent dans une énergie très positive et qu'elles soient stimulées pour avancer. Parce que sinon, c'est le creux de la vague, hein, c'est ne pas arriver à avancer, ne pas arriver à rester dans son canapé, pas comprendre, ne pas trouver d'énergie pour prendre soin de soi, ne pas trouver d'énergie pour aller de l'avant, pour continuer, pour vivre encore. Vivre encore, la vie ne s'arrête pas et on trouve des sources de stimulation positive. Ensuite, dans ce process motivation, c'est vrai que on va avoir et on va apprendre aux personnes qu'on accompagne à avoir des hauts niveaux d'exigence. Alors, ça ne veut pas dire d'être des pestes en puissance, hein, c'est pas ça, ou des comment on dirait pour un homme, ou comment on dirait pour un homme, mais avoir un haut niveau d'exigence pour soi, pour la qualité des prestations, pour tout ce qu'on a besoin dans sa vie, dans cette dans ce divorce, hein, ou dans sa vie de tous les jours, ou pour tout le temps. Hein, ça se travaille tout le temps avec le coach, mais une fois qu'on l'a travaillé. Le haut niveau d'exigence, Sylvie, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi le fait que le coach va amener à une prise de conscience par l'art du questionnement, par effectivement certaines techniques et des outils qu'on utilise. Donc, dès lors qu'il y a une prise de conscience, c'est là où on va pouvoir permettre de passer à l'action. Mais le haut niveau d'exigence, c'est aussi prendre soin de soi. C'est pas, quand on parle de haut niveau d'exigence, c'est qu'on va amener la personne à vraiment faire un travail pour qu'elle soit autonome. On n'est pas et qu'elle se traite en number one, c'est-à-dire en personne la plus importante de sa vie. Parce que qui prend soin de vous si on ne prend pas soin de soi-même. Qui quelquefois peut être très très compliqué dans des périodes comme ça qui sont destructrices, enfin qu'on considère destructrices, hein, ou qui sont vraiment des traumatismes ou un chaos en tant que tel. Et la personne se sent vulnérable. Et donc il est toujours là, il assure un service après-vente ou pas? Comment? Le coach? Le coach, il assure un service après-vente ou pas? Oui, le coach assure un service après-vente. Il est là, vous pouvez l'appeler entre les séances, bien sûr, quand vous avez un souci pour qu'il puisse vous aider et remettre parfois du sens là où vous avez perdu, où vous ne savez plus où vous en êtes, un petit SMS, etc. Ça dépend comment vous avez décidé de travailler avec votre coach. Si c'est SMS illimité ou Messenger illimité, vous allez choisir le canal de communication qui vous convient le mieux avec le coach. Ou si c'est mail illimité ou c'est coup de téléphone, exactement. Etc. Il va vous, dans le contrat établi avec le coach, hein, le devis qui est fait avec le coach, bon, tout ça, ça va être déterminé. Quel est l'objectif à atteindre? Je veux dépasser mon angoisse et mon anxiété. Je veux avoir plus de confiance en moi. Tout va être noté et stipulé dans le contrat de coaching et ce que vous allez avoir besoin. Le coach, il travaille pour vous. Il est là pour vous servir. C'est-à-dire qu'il travaille pour que vous puissiez avoir votre pleine puissance. Hein, c'est ça, que vous soyez droit dans vos bottes, aligné, que vous puissiez y aller sereinement dans toutes les étapes
de votre vie, mais que ce soit pour un divorce, mais que ce soit pour d'autres, pour aller chercher un emploi, que ce soit pour aller rencontrer les colocations ou les syndics dans un problème de propriété, etc. Le coach vous aide partout, partout. Ouais, La confiance en soi, c'est utile partout. Ensuite, il va travailler avec vous pour garder à vue les objectifs que vous avez besoin d'atteindre. Parce que vous avez déterminé les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, là, ce serait pour retrouver un nouvel emploi. Je travaillais dans la même entreprise que mon mari, dans le même service, etc. C'est plus possible pour moi. Maintenant, je divorce et je veux en plus changer de poste. Il va vous aider aussi à pouvoir vous connaître bien pour vous orienter et vous aider à déterminer ce que vous voulez vous. Est-ce que vous voulez partir de cette entreprise parce que c'est une fuite? Est-ce que vous voulez vous carapater et que c'est la peur qui vous met à fuir? Ou est-ce que c'est vraiment votre besoin de quitter cette entreprise, par exemple? Ça, c'est un exemple. Hein, oui, mais tu as entièrement raison parce que excuse-moi, et je rebondis un peu sur ce que, enfin, quelquefois, on pourrait considérer que, pourquoi le coach? C'est vrai que dans cette période-là, déjà qu'on a l'avocat, déjà qu'on a le notaire, déjà qu'on n'est pas bien, alors pourquoi pas plus le psy que le coach? C'est qu'effectivement, enfin, tu me diras, Sylvie, toi, ce que tu en penses, mais c'est que nous, on va pas acheter l'histoire du client. On n'est pas là pour l'acheter. On n'est pas là pour valider. On n'est pas là pour refaire tout le passé. Ah oui. On est là simplement pour des prises de conscience et justement, avec ces événements-là, comment moi je me pose vis-à-vis de ces éléments-là et qu'est-ce que je fais pour me mettre en action et avancer. Oui. Non, non, tous les coachs travaillent sur le présent et vous faire atteindre ce que vous voulez dans l'avenir. La différence avec le psychologue va travailler sur le passé. C'est ça. Là, vous avez besoin, vous avez peut-être besoin aussi de travailler avec un psychologue pour travailler votre passé. Et c'est OK, hein, c'est très bien, c'est complémentaire. Mais votre objectif, si c'est de partir de votre présent, ici, maintenant, et d'avancer vers ce que vous voulez atteindre, votre objectif, ce sera à l'aide d'un coach. Le coach va de temps en temps dans le passé, bien sûr avec vous, hein, pour rechercher les éléments pour comprendre le présent, mais il s'y attarde pas. Voilà la grosse différence entre le psychologue et le coach, c'est que le psychologue va travailler beaucoup sur le passé avec vous, la compréhension de votre passé. Le coach va prendre avec vous les éléments du passé, on va les comprendre, mais surtout avancer avec. Parce que vous êtes avec ça, et il va falloir avancer, continuer et atteindre ce que vous voulez pour réussir votre nouveau couple, votre divorce, avoir une vie épanouissante, votre nouveau travail, réussir avec vos enfants. Voilà, c'est ce que vous voulez mettre derrière tout ça. Il va vous apprendre aussi, le coach, ça c'est important, à fixer des limites claires pour vous et pour les autres, pour que les autres soient pas toujours intrusifs par rapport à vous, parce que dans cette période de vulnérabilité, vous êtes vraiment vulnérable. Hein. Dans les gros chocs de vie, on est replié sur soi-même, on est très vulnérable, c'est difficile. Et pour peu qu'on a des systèmes d'attachement qui ne sont pas forcément sécures, on était plutôt dans des systèmes hésitants ou anxieux, eh bien, ça va être difficile. Donc là, comprendre ce qui se passe et arriver à reposer des limites claires aux personnes qui vous entourent pour vous pouvoir avancer. Et parfois, pouvoir dire stop là, stop là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin une journée de repos, je me repose, je prends soin de moi. Et ça, c'est très, très important. On voit vraiment que quand les personnes elles sont à bout et dans le chaos, fatiguées, elles n'arrivent même plus à dire non. Elles disent oui. Parce que c'est moins difficile de dire oui que non. Parce que non, il faut s'opposer. Et parfois, on veut nous convaincre quand même autour. Donc, allez, viens, sors. Ça te fera du bien. Viens rencontrer plein de monde et des amis, etc. C'est très bien. En soi, c'est très bien. Mais par exemple, si un samedi soir, vous n'avez pas du tout envie de sortir, vous avez simplement envie d'être sur votre canapé, votre chocolat chaud et votre pyjama pilou-pilou, c'est OK si c'est bon pour vous. Ça ne veut pas dire que ça fera de vous une femme des cavernes ou un homme des cavernes. Bah, pas du tout. Mais arrivez à dire non, parce que sinon vous vous faites traîner à une soirée, vous ne prenez pas de plaisir, vous êtes usé, le lundi vous pleurez dans tous les sens et vous n'arrivez plus à donner du sens, ça n'a plus de sens, c'est épuisant et puis tout le monde vous dit ce qu'il faut faire pour être bien. La seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous, c'est pas les autres. C'est pas les autres. C'est souvent ça qu'on travaille avec les personnes. Et elles arrivent à avoir de la force pour pouvoir répondre. Pour avoir, et même parfois, elles disent, mais oui, mais mon coach, il m'a demandé de prendre soin de moi. Comme ça permet
À toutes les personnes qui sont intrusives, ah non, voilà. Mon coach de vie, il m'a dit, et mon coach de performance, il m'a dit de prendre soin de moi. Là, ce que j'ai surtout besoin, c'est de prendre soin de moi et de me recentrer sur moi. Et là, comme ça, ils sont tranquilles. Ensuite, bon, il y a l'apprentissage constant, continuer à apprendre, bien sûr, avec le coach pour comprendre qui on est. Ça, c'est certain. L'assistance technique et affective, tu l'as dit, hein, Karine, quand on a besoin d'une réponse, etc. Un texto, un message, etc. Le coach est là et vous répond. Et parfois, quand on est tellement perdu, la personne où vous allez pouvoir avoir confiance, c'est votre coach. Il va pas vous trahir. Il est là pour vous. Il est embauché pour vous. Il peut pas vous trahir. Il est là pour vous. Parce que parfois on est perdu et on ne sait pas si on va nous trahir, si on va nous blesser, si on va nous utiliser. C'était le copain de mon mari, c'était le copain de ma femme. Oui. Sachant que Sylvie, c'est bien ça. Hein. Enfin, on est bien d'accord, le coach, comme d'autres professionnels, mais notamment le coach, on a une charte déontologique et un code de confidentialité. C'est-à-dire qu'effectivement, on est aussi soumis au secret professionnel. Oui. On est soumis au secret professionnel et je le dis souvent. On pourrait nous mettre des biquettes aux pieds pour nous lécher les pieds et faire la pire des tortures qu'on ne parlerait pas. On ne parlerait pas. Et un coach digne de ce nom, par exemple, s'il n'est pas un coach de couple, hein, s'il n'a pas été là pour faire du coaching de couple, va être que dédié à la personne et il va pas prendre en coaching votre conjoint. Il va s'interdire de prendre les deux en même temps, en tout cas. Sauf si c'est un coach de couple, hein, bien sûr. Mais il va être dédié à vous. Voilà, ça fait partie de son code de déontologie et c'est très important de le dire. Il est soumis au secret professionnel. Au grand jamais, il ne dira rien. Pour être soumis à la torture, il ne dira rien. Et vous allez pouvoir aussi vous confier, vous décharger parfois des choses difficiles quand vous vous êtes mis vraiment en colère et que vous avez besoin de comprendre votre colère pour avancer. Vous allez pouvoir en parler avec le coach. J'aimerais travailler là parce que je me suis vraiment énervée, j'étais à bout de nerfs, etc. Et vous allez pouvoir le travailler avec le coach. Vous allez pouvoir aussi travailler sur ces émotions de la peur, hein, bien sûr. Vous allez travailler sur tout ça qui va vous permettre d'avancer et de vous connaître. Oui, et ensuite, il va travailler les facteurs de motivation et de démotivation, ce qui vous motive, vous, et ce qui vous démotive. Et il va vraiment écouter ça, le coach, on écoute les facteurs de motivation pour aussi, chaque petite victoire, les célébrer. Parce que dans ce parcours, pour pouvoir tenir dans ces épreuves, il va falloir célébrer chaque petit pas, chaque petite victoire. Alors, célébration, c'est des célébrations simples, hein. Ça peut être autour d'une tarte citron meringuée, ça peut être autour d'une balade à pied au bord de la mer, ça peut être des choses très simples, une crème pour le corps, etc. Mais pour pouvoir célébrer chaque petite victoire quand on a réussi quelque chose. Même se le dire, non Sylvie, même se le dire à soi-même. Voilà. Tu peux être contente de toi et fière de toi parce que fière de exactement, pouvoir être en mesure, en capacité de. Voilà, et parfois c'est vrai que dans certaines journées, vos journées, vous direz c'était une journée pourrie, il y a rien qui était, ça s'est pas bien passé comme je voulais, il y avait, ok, bon, les 24 heures, elles ont peut-être pas été si mauvaises que ça. On va regarder d'un peu plus près. Est-ce qu'il y a eu un petit moment quand même très bien? Ah oui, c'est vrai, quand je me suis assise et que j'ai bu mon thé ou quand j'ai bu le café avec tel collègue ou tel ami, c'était parfait. Ah, voilà. Et on retourne sur une idée un peu plus positive parce que parfois les personnes, elles sont, on peut le dire, hein, Karine, on voit des personnes qui sont au bout, qui n'en peuvent plus et qui disent, mais moi j'ai envie d'en finir parce que je vois plus rien de bien. Et ça, ça fait partie de la vie, bien sûr, hein. Ça fait partie des processus cérébraux. Et là, vous avez une porte pour pouvoir en parler, une écoute pour pouvoir en parler. Alors là, je vais terminer sur le coach, que ce qui vous apporte, c'est la motivation. Et c'est un art et une technique, la motivation. Et la qualité de votre accompagnant, de votre coach, elle est garantie quand il travaille avec ses process motivation. Nous, on a été formés avec ces process motivation, on les connaît bien. Donc, ça garantit toujours vos accompagnements pour avancer sereinement, atteindre vos buts rapidement. Le mot coach, allez, j'aime bien le dire celle-là. Cette petite aparté sur le mot coach. Le mot coach, c'est un mot complètement français, hein, ça vient de l'époque de Maupassant.
où on utilisait un cocher, qui prenait les voyageurs pour les emmener d'un point A à un point B le plus rapidement possible, le plus sereinement possible et en toute sécurité. C'est ça, l'origine du mot coach. Le mot coach est après parti en Angleterre, ils ont rajouté ing derrière, c'est coaching, c'est parti dans le monde du sport, mais c'est revenu dans le monde du développement personnel et de la performance et du coaching de l'être. On a deux grandes deux grandes orientations, hein. C'est le coach de performance et le coach de l'être, qui on est, toi. Parce que avant de pouvoir faire et avant de pouvoir avoir, il faut être. C'est le verbe le plus important. Être une personne, par exemple, respectable, un humain qui aime la vie, qui aime son prochain, etc., sans partir dans des idées farfelues, hein, mais être bien dans sa vie et être heureux, hein, parce que on vivra certainement au-dessus de 100 ans maintenant. Alors, autant être au mieux, souriant, vivant, pleine de vie. Et oui, parfois, une histoire, un chapitre se termine dans la capsule, tu en parlais dans la capsule précédente, un chapitre de vie peut se terminer, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas ouvrir un nouveau livre et continuer à écrire des belles histoires de vie. Hein, Karine? Oui, complètement. Oui, oui, c'est exactement ça. Et moi, je rajouterais un petit élément, c'est que on vous décrit le coach, en fait, notre métier, hein, savoir-être et savoir-faire. Mais en même temps, si à un moment donné, il y a deux choses qui, pour moi, avec Sylvie, ce qu'on partage, si on considère que ça relève plus de la pathologie, ou en tout cas, s'il y a vraiment des marqueurs qui font que peut-être qu'un professionnel de la santé, dans l'accompagnement, il y aura d'autres professionnels, hein, bien sûr. Par exemple, si votre santé physique et mentale exactement, est atteinte, bien sûr, votre médecin traitant est le premier interlocuteur ou qui va vous orienter pour santé physique et les perturbations biochimiques de votre corps, bien sûr, une altération de votre état général, bien évidemment, vos interlocuteurs, bien sûr, et votre médecin. Le médecin, c'est aussi un coach. Hein. Le médecin traitant, c'est votre coach pour vous garder en santé. Là, il vous prend à un instant T où votre santé va un peu moins bien et il vous amène il fait tout. Son but au coach médecin, c'est de vous amener à la pleine santé et que vous retrouviez la santé. Et il y a d'autres professionnels, il peut y avoir le psychiatre, il peut y avoir c'est pour ça que il y a aussi ça peut être vos kinés quand vous avez mal au dos, etc. et que vous avez besoin, quand votre médecin traitant va vous prescrire des séances de kiné pour être aussi dépasser ces troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est dans les états de stress où les muscles sont très tendus, etc., où on va travailler avec les kinés. Oui, après, il y a tout, je dirais, pas un arsenal, mais aujourd'hui, effectivement, il y a l'allopathie, qui va être la médecine traditionnelle, ou alors médecine complémentaire, ou dite d'autres médecines alternatives. En tout cas, chacun pourra prendre le choix. Voilà. Tout ça sont des éléments complémentaires qui vont traiter aussi des conséquences de ces états de stress que vous avez vécu. L'important, c'est toujours de s'orienter sur les causes de ce qui vous a rendu malade et de traiter l'origine. Parce que la conséquence, il va falloir la traiter. Il faut la traiter. C'est ça. Mais il faut aussi traiter l'origine. On est là en soutien. On est là pour faire avancer. Mais on est là aussi pour mettre des fois des coups de pied aux fesses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lors de la motivation, faire du passage à l'action et en même temps, par ce qu'on va travailler, c'est voir l'histoire ou en tout cas changer d'angle de vue. Donc, attendez pas de nous qu'on soit dans la complaisance. On va être dans la compassion. On peut compatir. Il y a différents types de compassion. Mais pas dans la complaisance à valider. Parce que nous, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est quelquefois les clients peuvent nous amener sur des choses et jouer la bécasse. Ah oui. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y.
Alors oui, c'est notre côté où on peut être Voilà. confrontant. Mais ça, on le stipule aux personnes avant l'accompagnement. On explique bien ça dans cette partie. Et je vais lire les lignes qu'on lit hein, dans notre code de déontologie. Nous, on va être ponctuel, on va être franc, on va être sincère, on va être direct, on va être intègre, responsable et on va être engagé à tout faire C'est ça. pour vous accompagner au mieux. Il se peut qu'à certains moments, vous nous appréciez et qu'à d'autres, vous ne nous appréciez pas du tout. Et ça, c'est pas C'est ça. l'important. On sera franc et direct, ça veut dire que ça sera l'occasion pour chaque personne qui travaille avec son coach d'être vrai et c'est ce qui est important. Il arrivera aussi que nous, les coachs, on coupe la parole quand la personne elle est dans son circuit et qu'elle joue le coup de la bêticasse. Oui, mais ma cousine, mais ma voisine, mais ma amie, oui, ben oui, la voisine, le cousin, le machin, le peut-être le pape, je sais pas, n'importe qui. Oui, mais vous, et vous. Pardon. Et nous, on va revenir et On on, lâche rien. on ne renonce jamais à une question. On Non. va pouvoir travailler l'endroit où il faut travailler et avancer parce que le but du coach, c'est que vous puissiez avancer rapidement. Parce qu'on n'a Voilà. En fait, on pas va besoin de travailler. rester 8 ans, 10 ans dans un même souci. Vous devez avancer parce que votre vie, elle passe et c'est votre temps à vous. Et quand Voilà, on va vous choisissez de travailler. prendre un coach, c'est parce que vous avez envie de gagner du temps, hein, de pas en perdre en tout cas, de pas en perdre inutilement. Ouais. Et donc de passer, c'est bien ça, hein, Sylvie, c'est que on va travailler où si tu le problème est un peu au-dessus pour faire Voilà, passer au niveau supérieur. En fait, voilà. c'est ça. Mm. Nous, on est là pour ça. Exactement, exactement. Et donc, tout l'intérêt de pouvoir travailler avec les personnes en confiance. Et Exactement. Moi, je crois qu'on a un petit peu décrit mm, tous les protagonistes. voilà, on a décrit les Hein. protagonistes. Je voulais te poser encore une question, Karine, avant de terminer. Ouais. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses, toi, du courage? Ah, du courage. En fait, le courage, ça veut pas dire ne pas avoir peur. Pour moi, le courage, c'est qu'on a des peurs et, et bien pour autant, on agit. C'est-à-dire qu'on reste pas dans cette peur. Elle existe, elle est avec nous, mais au-delà de cette peur, c'est qu'on va agir avec, on va l'apprivoiser Mhm. et on va. Donc voilà, le courage, c'est ça pour moi. Le courage, c'est y faire face à notre peur et aux conséquences de notre peur, et ce qui ne va pas nous empêcher de passer à l'action. Pour moi, c'est ça le courage. Ça ne Le veut pas dire qu'on n'a courage, pas peur. mm. Le courage, Ça ce veut n'est pas dire. pas de ne pas avoir peur. Ça a coupé un petit peu pendant que tu prenais la parole. Le courage, Ouais, ce non, je n'est disais pas. que le courage, c'est pas ne pas avoir peur. On a peur à des Mhm. moments. Oui, on a des peurs. On a peur des conséquences aussi de notre propre peur, Mhm. de peur d'être jugé, peur d'être rejeté. C'est les conséquences qui vont en fait nous mettre dans une situation. Pour moi, le courage, c'est prendre sa responsabilité avec sa peur Mhm. Et y aller et même si on a agir peur. exactement et agir en fait avec elle. Et c'est là quand on dit euh, Alors, on sait que là, chaque personne peut être derrière cet écran et qui prend la décision de vouloir, par exemple, se séparer ou qui subit aussi cette demande de divorce. On a préparé un petit exercice, hein, Karine. On se dit, il serait bien oui, de proposer, comme on est coach, un exercice pour vous permettre de voir plus clair. Et plus clair, on a pensé pour vous faire, pour que vous puissiez avancer, vous puissiez prendre sur une feuille A4 ou un timbre-poste, hein, comme vous voulez, hein, ça, vous choisissez. Mais sur c'est plus une compliqué. feuille, une feuille et un crayon. Alors ça, c'est très important pour votre cerveau. Votre cerveau a besoin d'écrire. Parce que écrire tapoter sur des touches, c'est pas pareil. Donc, il va être important d'avoir avec vous toujours un cahier. Et de le verbaliser aussi, enfin, c'est-à-dire et le relire, se l'entendre, faut se le dire soi-même. Ça, Voilà. Écrire et de faire le tableau, votre tableau à vous, c'est ça. ce dont vous avez besoin. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin, hop, d'un avocat. J'ai besoin d'un notaire. J'ai peut-être besoin d'un conciliateur. Là,
j'ai des gros problèmes d'intestin, de dos, etc., d'épaule, j'ai mal partout. Ah, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors, j'ai mal aux dents. Ah, bah là, je vais aller prendre le rendez-vous chez le dentiste. Et je vais faire la checklist de tous les professionnels de santé ou des professionnels de l'accompagnement au divorce, etc., ou de coach, toutes les personnes dont j'ai besoin pour me mettre et me remettre en pleine forme pour affronter et y aller. Le bateau, quand il part en pleine mer, quand un bateau part en pleine mer, il vérifie avant de partir que les voiles ne sont pas trouées, etc., que tout va bien. Il y aura la tempête. Il va baisser les voiles et il va pouvoir prendre soin de lui. Mais avant de partir en mer pour aller pêcher ou pour faire une grande croisière ou une traversée, il vérifie qu'il a tout avec lui. Et c'est pareil, quand vous prenez la route pour partir en vacances, vous vérifiez les niveaux d'huile, les niveaux de pneus, etc. Vous vérifiez tout, vous travaillez tout. J'espère. Votre ensemble. Donc, ça, c'est important. Et ce tableau va vous permettre d'y voir clair, de connaître votre chemin, un peu ça, hein, et connaître vos étapes et ce que vous avez besoin, et prendre les décisions pour vous. Ouais. Et puis, en fait, ce que je voulais juste rajouter, parce que je pense qu'on va finir après, je crois, au niveau du timing, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce que j'ai entendu souvent, et c'est « Ah oui », et là tu l'as dit, mais ça vaut pour tous les professionnels, hein. Ah ben oui, mais lui ou elle, le notaire, il a fait ça. Oui, c'était vrai pour le cas de l'autre. Ce qui est vrai, alors forcément, il y a des règles identiques, où il y a le cadre, on est d'accord, il y a un cadre. Mais ce qui est la vérité pour l'autre n'est pas forcément la vérité de ce que je vis, ou de ce que je vais mettre en place, ou notamment comment on organise, et comment les professionnels, ou comment l'avocat va me défendre, ou comment le notaire va établir avec mes biens. Ce qui est notre patrimoine n'est pas forcément celui du voisin. Donc, surtout, moi, je dirais arrêtez de comparer. C'est voilà. Stop comparaison. Alors, on peut dire un message fort, stop comparaison. Ne vous comparez pas, vous êtes unique. Chaque situation est unique. Voilà, exactement. Chaque couple est unique, chaque individu est unique, chaque personne est unique dans ses pensées, forcément, voilà. Quelle est, hein? Forcément, on va choisir avec qui on se sent mieux, avec qui on a des affinités, ou en tout cas que le lien passe bien. Et ça, on parle du lien et des compétences techniques. Les deux sont importants. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire, c'est parce que le voisin, il a fait ça, moi, je vais faire pareil. Non. Donc, voilà. Ce que moi, je voulais, c'est bien de le préciser, c'est vrai, parce qu'on a pas parlé qu'on est chacun unique et nos choix vont pas être le choix du voisin. Et ce qui correspond bien au voisin, à l'ami, au meilleur copain, ce sera pas forcément ce qui est bon pour nous. Faites toujours attention là où vous mettez les pieds, et quel choix où vous vous engagez, parce que parfois, c'est pas du tout ce que vous avez envie. Et questionner son envie, c'est déjà un grand point, une avancée. On va sur ces quelques mots, ça vous aura plu, en tout cas. Sur ces quelques mots, on va clôturer cette capsule. On vous retrouve sur une autre capsule, le temps de un brushing, le temps de reprendre des notes, le temps de nous faire toutes belles et de vous apporter toujours le meilleur pour vous, parce qu'on l'apporte avec le sourire, bien sûr. On a la volonté vraiment de contribuer à vous aider pour avancer rapidement, facilement, pour pouvoir retrouver le rayonnement dans votre vie, être bien, être serein, c'est très important pour nous. Alors, Karine et moi, on est des personnes très généreuses, et je sais que derrière cet écran, vous êtes aussi des personnes très généreuses. Et la générosité se passe par ce temps qu'on contribue à vous apporter, parce que ça nous fait vraiment plaisir. On sait que c'est difficile, c'est des périodes de vie très très difficiles. Un divorce, c'est très difficile. On vous souhaite de très belles choses. Passez une belle soirée, une très belle journée, une très belle... Et voilà, comme tu disais, il y a un moment où vous le regardez, mais en tout cas, on voit l'index d'énergie. Voilà. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Et pour nous tous. Ouais. On vous embrasse. Bye. Bye bye. Bisous, bisous. Bye.